Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être sur les plantes psychédéliques sérotoninergiques et d'une manière un peu plus générale sur les médecines d'Amazonie, les médecines ancestrales qui ont été qui sont interdites. Et vous connaissez mon dicton, quand ça marche, c'est que c'est interdit. D'accord. Donc, moi, à titre personnel, vous savez que je souffre de douleurs chroniques depuis que j'ai 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. J'étais dans des douleurs très très aiguës. Et je sais que j'ai pris de l'ayahuasca par rapport à... Je connaissais pas du tout. J'ai découvert vraiment par hasard en recherchant, d'accord. J'étais tombé sur plusieurs articles il y a plusieurs années qui parlaient de l'ayahuasca. Je regardais les effets sur le cerveau et je regardais les études des animaux. Vous savez que j'ai publié un livre en 2021, d'accord, qui est disponible sur Amazon. Et dedans, j'ai mis des recherches que j'ai faites sur l'ayahuasca à travers des différentes études que j'ai compilées. Et moi, je partais du principe que la douleur chronique, je vous ai dit, c'est un réflexe de flexion nociceptive qui a merdé. C'est un réflexe de retrait que je n'ai plus. Vous vous rappelez, je mets mon briquet, mon doigt au-dessus du feu, mon doigt il s'enlève tout seul. Et ça s'appelle un réflexe de retrait ou de flexion nociceptive. Ça m'indique que je perçois un stimulus négatif et je dois m'enlever. Et ce réflexe, il est appelé aussi réflexe de paralysie par la peur. D'accord. Et du coup, ça veut dire que le corps cherche à combattre, il voit qu'il ne peut pas combattre, il essaye de fuir, il voit qu'il ne peut pas fuir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se paralyse. Et du coup, c'est ça une sensibilisation centrale. C'est que j'ai une confusion corticale. Quand il y a une douleur chronique, mon cerveau a merdé et tous les neurotransmetteurs se cassent la gueule d'un coup. C'est ça un syndrome général d'adaptation. Quand le cerveau détecte un danger, il y a une phase d'alarme, il essaye de faire face au danger en cherchant la meilleure stratégie, le combat, la meilleure stratégie, le combat ou la fuite. Et vu que la phase de résistance, il ne trouve pas de solution, parce que je n'ai pas réussi à trouver qu'est-ce qui pose souci, je n'ai pas réussi à me soustraire à ce stress, mécanique, chimique, on s'en fout en fait, psychologique, c'est psycho-émotionnel, hein, tout ça, c'est pareil, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Ben là, j'ai une phase d'épuisement, et cette phase d'épuisement, elle fait que dans le cerveau, il y a une empreinte qui se laisse, et une empreinte qui se laisse, donc il y a une phase, si tu veux, de choc spinal, et il y a une phase de choc spinal et elle n'est pas tout de suite ressentie, cette phase de choc spinal, quand le cerveau a merdé face à un danger trop long. Une douleur, c'est un danger pour le cerveau, c'est un stress, d'accord. Et ben, il y a une phase de sidération, c'est-à-dire un court-circuit émotionnel dans le cerveau, d'accord. Et quand tu es sur une douleur chronique, tu es suite à un syndrome général d'adaptation en fait. Parce que le cerveau, il est sensibilisé. C'est le contraire de l'habituation. Il n'a pas réussi à s'habituer, il n'a pas réussi à s'adapter, donc il s'est sensibilisé. D'accord. Et cette sensibilisation, elle a été mise en évidence sur un animal, d'accord, un mollusque, si j'ai bonne mémoire, aphasie, un truc comme ça. J'écrirai de toute façon, je me servirai de cet animal pour écrire mon prochain article, de toute façon. Pour développer une théorie autour de ça, comme j'avais fait avec le chat de Sherrington. Vous savez, je prends un chat, je le mets en mort cérébrale, et le chat, si je le force à plier son genou, eh ben, il résiste un temps, mais quand c'est trop long, le genou du chat il se plie comme une lame de canif et il n'y a pas de retour. Et ça, c'est le chat de Sherrington. Et Sherrington, c'est l'inventeur du mot synapse. Et ça veut dire que quand les agonistes se contractent, les antagonistes se relâchent, et que les antagonistes, c'est le programmateur des mouvements globaux, des couples de force. Et en fait, tu as un réflexe dans le tendon de défense. Et ça, on le voit chez les chats, d'accord. Donc chez les humains, c'est pareil, en fait. C'est que quand une contraction est trop longue, je vais générer un terrain acidifiant qui va faire merder mon cerveau parce que c'est une immobilisation. Et c'est une immobilisation forcée. Et le fait de ne pas pouvoir se mouvoir, le cerveau, ça lui fait peur. Le fait de ne pas pouvoir se mouvoir, de ne pas pouvoir varier ses sentiments, ses mouvements, ça le perturbe. Parce qu'il ne s'oxygène pas. Tu comprends, un muscle, il a besoin de se contracter et de se relâcher, de se contracter et de se relâcher. Et que vu qu'il est tout le temps contracté, eh ben, il ne s'oxygène pas.
parce que pour se contracter, il doit être en suractivité et du coup, il doit diminuer son débit sanguin en fait pour se contracter. Et vu qu'il y a, vu qu'il y a moins de débit sanguin, il y a moins d'oxygène, il y a de l'acide en plus, et cet acide, il finit par exciter les capteurs de douleur au niveau de la peau. Et ces capteurs au niveau de la peau, c'est le TRPA1 et le TRPV1. On a un vrai lien psychocorporel sous la peau. Le lien psychocorporel, la vasomotricité, le sang de la peau, c'est le lien psychocorporel, le lien entre notre corps et notre esprit. Et donc, il y a vraiment ce truc où, quand tu as une douleur chronique, le cerveau est figé et le muscle est figé. Les deux sont déconnectés, ils sont dissociés. Et c'est une dissociation cognitive. Et donc, j'avais cherché pas mal de... J'avais regardé pas mal d'études et j'ai tombé sur une étude animale où ils ont donné de l'ayahuasca à des animaux et ces animaux tremblaient et après ils semblaient apaisés quand ils étaient dans la transe. Et j'ai trouvé que ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai moi-même pris de l'ayahuasca par la suite. Et je vais vous expliquer un peu mon expérience. Et c'est pas une valeur absolue, hein, c'est que mon expérience subjective. Mais c'est toujours intéressant de partager nos témoignages sur cette plante. Sachant que moi j'ai une vue très particulière, quoi. À la base, c'est pour me soigner de la douleur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que je cherchais à m'amuser, c'est pas récréatif, hein, de toute façon. Et si je prends une gazelle, la gazelle, je la mets dans la savane, elle court, elle court. Il y a un lion qui attaque la gazelle. La gazelle, son réflexe, c'est qu'elle se met en mode tétanie. L'animal, il a la capacité de se figer en tétanie, comme ça, comme un bloc de pierre, pour protéger ses organes et son intégrité osseuse, d'accord? Et que, imagine qu'il y a des hyènes qui viennent faire fuir le lion. La gazelle, elle voit que le lion part, et ce qu'elle fait, elle tremble, elle tremble, elle tremble, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle décharge son système nerveux autonome. Et nous, les humains, on n'a plus cette capacité de décharger notre système nerveux autonome par le tremblement. Donc il y a un livre qui a été fait dessus, c'est la méthode TRE de David Berceli, qui est un docteur en psychologie américain, qui a travaillé sur les soldats de l'armée après la guerre d'Irak, pour les soulager au niveau du stress. Et il a créé une méthode de tremblement induit, c'est une sorte d'auto-hypnose si tu veux, pour casser l'ego, et ça vient des travaux à la base, c'est les travaux de Peter Levine, qui avait fait le livre « Avez-vous un tigre faire des pompes ?» ou un truc comme ça, qui avait toujours ce truc-là de voir les animaux. Et c'est vrai que les lions font pas des pompes, ils sont archi musclés. Ça veut dire qu'on est des animaux et que faut se fier à notre propre métabolisme et qu'il a les capacités de faire plus de choses qu'on le pense. Le meilleur antalgique, je vous l'ai dit 50 000 fois, c'est le cerveau. Et donc, moi, je me suis dit, bah tiens, les animaux, ils tremblent et tout, ça doit être intéressant. Donc, j'ai commencé à regarder pas mal de trucs sur l'ayahuasca. Donc, l'ayahuasca, c'est une molécule, c'est un mélange de plantes, c'est pas une plante, hein, l'ayahuasca, c'est un mélange de plantes, c'est une liane, qu'on appelle aussi liane des dieux, liane de la mort, liane de la folie. Donc, c'est Basteriosis capi. Et ça, c'est ce qui te fait, c'est juste ce qui te permet d'assimiler la molécule bioactive, psychoactive, d'accord. La molécule qui te fracasse, en fait, qui te fait cet effet drogue. Une drogue, c'est quelque chose qui perturbe les neurones. On rappelle que le tramadol, c'est une drogue. Les médicaments anxiolytiques, c'est des drogues. Les opioïdes, c'est des drogues. Et voilà. Donc le terme drogue, faut le revoir. La drogue, c'est pas mal. Il y a des drogues thérapeutiques, d'accord. Et il y a toutes les drogues, c'est toujours pareil, c'est une histoire de dose. C'est une histoire de dose et de durée d'utilisation. Et de terrain aussi. D'accord, parce qu'on n'a pas tous les mêmes terrains allergiques ou génétiques ou quoi, tu vois, les mêmes tolérances. Et bref, donc ce qui fait la molécule active de l'ayahuasca, c'est la diméthyltryptamine. C'est un peu une cousine, c'est un peu une cousine, si tu veux, de la sérotonine. Et la sérotonine, je vous rappelle, c'est ce qui fait les souvenirs dans un cerveau. Ce qui fait les souvenirs dans un cerveau sur le plan génétique, c'est... j'essaie de l'écrire. C'est le CREB. Donc le CREB, c'est ce qui fait c'est le transcripteur génétique universel de tous les souvenirs. C-R-E-B. Et le CREB, je peux le stimuler ou à partir de mon cerveau lui-même, ou à partir de l'intestin. L'intestin synthétise 95% de la sérotonine qui va stimuler le CREB, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc la sérotonine, c'est comme la mélatonine, je vous ai dit, c'est la même brique de base. D'accord. Et sérotonine, tonine, tension.
Mélatonine, tonine, tension. Donc là, il y a une tension au niveau hormonal. On est même déjà sur un système de tenségrité biologique, c'est-à-dire la répartition globale de toutes les tensions. Et donc la douleur, c'est un problème de tenségrité biologique. J'ai écrit un article dessus, publié en revue médicale scientifique indexée à comité de lecture, sur un modèle de tenségrité biologique sur la douleur. Donc on voit que le corps n'arrive plus à répartir les contraintes de manière homogène. Il y a des endroits qui surchargent parce que des endroits ne travaillent pas, et des endroits ne travaillent pas parce qu'ailleurs ça surcharge, et on est sur des inhibitions réciproques, c'est-à-dire des systèmes qui s'autofreinent. Et donc, tu vois, c'est intéressant de voir que c'est l'intestin qui synthétise en fait les souvenirs, c'est ça que ça veut dire indirectement, d'accord? Parce que l'intestin, je vous ai dit, il y a des milliards de neurones. Il y a 200 millions de neurones dans l'intestin. Donc l'intestin, c'est 200 millions de neurones, c'est l'intelligence d'un chat ou d'un chien. Le cœur, c'est des milliers de neurones, donc on parle du petit cœur, du petit cerveau du cœur, et on parle du cerveau entérique pour le ventre, ou abdominopelvien. Et pour nos cerveaux, on parle du cerveau normal, il y a des milliards de neurones. Donc le cerveau est déjà protégé par la boîte crânienne, le cœur par le thorax. Qu'est-ce qui protège le ventre? Je vous ai dit, c'est le psoas. Le psoas qui est le muscle avec le plus de nerfs impliqué dans les réponses de combat et de fuite. Le muscle qui relie les jambes et le dos, le seul, d'accord, qui est au milieu de tout, qui a cette capacité d'autodéfense. C'est vraiment, il y a un danger, je me mets en boule, position archaïque, fétale, comme un bébé, je me mets en boule pour me protéger d'un danger. Donc il est hyper réactif en cas de danger. Et quand il y a des stress, des douleurs chroniques, des traumas, des maux de dos, tu vas le retrouver fréquemment. D'accord. Même si c'est pas lui au départ qui a merdé, il va subir la contrainte. Un fessier faible, le psoas va s'hyper engager. Des lombaires faibles, je vais stresser les abdominaux, les obliques. Les abdominaux vont stresser le psoas. Le psoas, il part en cacahuète. Il se met en mode tétanie. Et j'ai pas cette capacité à décharger mon système nerveux autonome comme un animal. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais regardé pas mal de... Je vous ai dit, j'avais regardé des trucs sur l'ayahuasca. Déjà, les médias, ils sont très alarmistes en fait. Ils disent ouais, il y a des gens. Il y a eu un cas où un mec est mort en fait, où il a tué quelqu'un. Mais voilà, c'est un cas sur des, je sais pas combien. Il n'était pas surveillé. Déjà, c'est pas normal qu'en fait il ait eu accès à une arme. Déjà, tu vois déjà qu'il y a un problème dans le cadre. Donc le cadre est très important hein. Quand tu es dans un état de conscience altéré, il faut être avec des gens de confiance, des gens qui te rassurent. Il faut être dans un environnement sécuritaire où tu n'es jamais vraiment seul, où tu te sens en sécurité et où on peut veiller sur toi si tu n'es plus apte à résister. Donc je sais que par exemple, quand tu fais un bad trip sous ayahuasca, ce qu'on va préconiser en plante pour casser vraiment la transe, ça va être de la valériane. De la valériane et du dextrose, si je dis pas de conneries. C'est des anxiolytiques. Et donc ça, tu vas avoir moins de vision et ça va t'aider à passer la transe, sachant que il n'y a aucune toxicité connue dans l'ayahuasca, contrairement à la mescaline. Donc l'ayahuasca, elle est intéressante parce que, je vous ai dit, elle va sur les mêmes récepteurs du cerveau que la sérotonine. C'est des analogues à la sérotonine, d'accord? Et du coup, l'ayahuasca, comme la psilocybine, etc., elle fait qu'on vomit, d'accord? Donc l'ayahuasca est reconnue, pas systématiquement, mais on vomit avec de l'ayahuasca parce qu'on active cette motilité de l'intestin. Donc on a un pic de sérotonine. Et donc cette molécule active, elle se retrouve dans la plante qu'on appelle la chacruna. Donc c'est-à-dire que l'ayahuasca, c'est une plante active, bioactive qui te fracasse. Donc c'est la chacruna ou le chalipunga. Je vous expliquerai un peu les différences. Et ce qui fait que je peux l'assimiler, qu'elle arrive à passer dans mon cerveau, c'est la liane, la Basteriosis capi. Tu comprends que si je prends juste ma DMT comme ça, ma chacruna ou ma chalipunga comme ça, ben si j'ai pas d'inhibiteur IMAO, ça s'appelle, d'inhibiteur mono oxydase, je sais pas quoi, et ben je vais détruire. Mon corps va détruire la molécule avant qu'elle atteigne mon cerveau. Donc ces inhibiteurs IMAO vont faire que je vais pouvoir la métaboliser en fait. Sinon, je vais tout de suite l'éliminer, la molécule active, la DMT. Donc c'est intéressant de voir que la diméthyltryptamine, on est vraiment sur la molécule de l'esprit. Donc j'avais lu le livre du docteur Rick Strassman, qui est un psychiatre américain qui a fait sûrement la plus grande étude sur la DMT de manière légale, etc. D'accord, c'est une université au Nouveau-Mexique, je crois. Ouais, c'est ça. Et il avait essayé d'une manière objective d'expliquer les visions, etc. Donc même si c'est dit que c'est des plantes hallucinogènes, c'est pas hallucinogène, c'est des visions, c'est pas pareil. C'est pas pareil, hallucination et vision. C'est que quand tu vois pas des éléphants bleus qui sortent autour de toi.
C'est vraiment, tu vois que ça se superpose. Il y a un voile qui se met et c'est comme ça que ça se passe. Donc, on produit tous de la DMT de manière naturelle. C'est-à-dire que la diméthyltryptamine, c'est une molécule endogène. C'est celle qui fait quand on rêve. Donc quand on rêve, on a une drogue dans notre cerveau qui se libère. Donc en termes de puissance moléculaire, poids molécule, le plus puissant des psychédéliques, c'est le LSD. Et tu as des analogues naturels au LSD qu'on retrouve dans le LSA. C'est-à-dire les habitants de Hawaï qui prennent ça. Les masks-tiki, machin. Donc moi perso, j'aime pas du tout. Par curiosité, j'ai pris une fois du LSA pour voir les effets que ça avait. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est pas du tout le même type de vision. On n'est pas sur des choses mystiques. J'ai vraiment pas accroché. Et j'avais pris ça à la suite d'un article que j'avais lu dans Cerveau et Psycho où il faisait des tests avec le LSD pour les TOC et les dépressions. Donc je sais que il y a certains cerveaux que ça aide apparemment, mais moi en tout cas mon cerveau est pas réceptif. Et ça reste une molécule qui n'est pas endogène, c'est-à-dire que je ne fabrique pas moi-même. Donc je suis moins fan de ce qui n'est pas endogène, de toute façon. J'aime bien prendre les molécules qu'on prend d'habitude. Donc les rats, ils ont une glande pinéale, ils fabriquent de la DMT, parce que c'est la glande pinéale qui fabrique la DMT, d'accord, ce troisième œil en fait, qui fabrique cette DMT. Je vous rappelle que René Descartes disait que la glande pinéale c'était le siège de l'âme. Et les plantes n'ont pas de glande pinéale, mais fabriquent de la DMT. D'accord? Donc c'est très intéressant. En quoi les plantes ont besoin de rêver, tu vois, c'est complètement fou. Donc on voit que c'est vraiment une molécule qui n'est commune à rien d'autre. Et donc quand je rêve, j'ai de la DMT qui fait que je rêve, d'accord? Et donc l'ayahuasca, en fait, c'est juste que je me fais un méga rêve puissance 1000. J'ai une quantité de DMT qui est telle que je fais une transe mystique. Je fais une expérience mystique. D'accord? D'accord. Et donc Rick Strassman, quand tu regardes son livre, il voit que chaque cas est différent. Il a fait des très grosses doses. Hein. Il a fait par injection. Lui, c'était par injection qui donnait de la DMT à ses patients. Et il voyait qu'il y en a qui supportaient, d'autres qui supportaient pas. Donc c'est pas pour tout le monde. Ça serait sûrement le premier des conseils que je vous dirais sur cette vidéo, sur ce témoignage que je vous fais sur mon expérience, ma petite expérience avec les plantes psychédéliques. C'est pas pour tout le monde. C'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. D'accord? Et surtout, il faut être bien accompagné. Faut être bien accompagné. Donc, faites pas comme moi, le prenez pas seul, hein, parce que moi je l'ai pris seul, même si ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance et j'étais dans un bon état d'esprit, je m'étais bien préparé. Mais si j'avais pu, j'aurais préféré être accompagné par des psychonautes expérimentés. D'accord? Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que ça existe. Et de toute façon, je vous donnerai des petits trucs pour faire votre expérience sans prendre de drogue en fait. Si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est. C'est vraiment un état hypnotique hein, en fait. Hein. C'est comme ça que ça agit au niveau de la douleur en fait. C'est que ça change ton attention et donc ça change tes émotions. Et donc le cerveau sélectionne les signaux différemment. C'est pour ça que l'ayahuasca a un effet très intéressant contre la douleur, même si c'est pas utilisé pour. Ça je comprends pas. Donc c'est vraiment une plante traditionnelle d'Amérique du Sud. Donc les indigènes s'en servent depuis des milliers d'années. Hein. Donc on est vraiment sur un travail en introspection. C'est vraiment un voyage en soi. Donc on peut guérir, on peut dépasser ses traumatismes en fait avec l'ayahuasca. On peut découvrir soi-même en fait. Donc c'est des effets profonds hein, et intenses. Donc il peut y avoir une détresse psychologique, c'est normal, vous comprenez, c'est que tous les traumas sortent d'un coup, en fait. C'est 15 minutes de psychothérapie, non, c'est 10 ans de psychothérapie en 5-6 heures, tu vois. Donc une transe, c'est entre 2 et 6 heures en moyenne, tu vois. On est sur ces délais. Donc le cerveau, il va mettre à peu près 3 jours à se réinitialiser. C'est-à-dire que tu prends, que ce soit de l'ayahuasca ou de la psilocybine, tu prends cette plante, ce champignon, d'accord, je vais avoir ma transe, le lendemain les effets vont persister légèrement, et au bout du 3e jour, ça y est, mon cerveau il est reseté, quoi. Je suis normal, d'accord. Et donc en France c'est interdit, on n'a pas le droit d'en posséder, d'en vendre, d'en consommer, d'accord. Et pourtant elle agit vraiment sur des états de conscience altérés, si tu veux, un peu comme quand je suis en transe, que je suis bouddhiste, imagine je suis un bouddhiste, et que j'ai des visions,
Tu vois, les bouddhistes voient des visions, ils voient des mandalas. C'est pour ça qu'ils dessinent des mandalas. Les bouddhistes, leur couleur, leur pierre spirituelle, c'est l'améthyste, c'est le violet. Parce que le violet, c'est la lumière du cosmos. Et donc le violet, c'est la couleur du troisième œil, du chakra. Et quand tu es en transe d'ayahuasca, tu vois beaucoup de violet. Tu vois beaucoup de violet, tu vois beaucoup de bleu. Donc j'ai pas mal d'amis qui en ont pris. J'ai pas mal d'amis, j'ai échangé avec pas mal de gens certains témoignages pour un peu voir nos expériences mutuelles, comment elles sont. Et moi, de mes amis, ils ont tous vu des yeux. Tout le monde voit des yeux. Je ne saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose de mystique dans l'œil. Je pense par rapport à la lumière, etc. L'œil, ça doit être un mini trou noir, etc. Et l'ayahuasca, elle fait de la synesthésie. D'accord? Elle mélange les sons, elle fait que tu vois les sons et que tu entends les couleurs. Parce que les couleurs n'existent pas vraiment, c'est des ondes qui se réfléchissent. Et je te jure que quand tu es sous l'ayahuasca, vraiment, c'est le bordel. C'est vraiment une dissolution de la conscience. Moi, j'ai jamais rien connu d'aussi intense. Donc, ils ont fait des études d'imagerie cérébrale, ils ont montré que la DMT, la diméthyltryptamine, augmente des connectivités entre différentes régions du cerveau. C'est que tu as des zones du cerveau qui ne se parlent plus en fait en douleur chronique. Donc je vous invite à regarder ma vidéo La psychologie du trauma. Vous avez votre cortex qui évalue l'intensité de la douleur, qui fait la conscience de soi, les émotions, les commandes prémotrices, l'empathie, l'altruisme, la générosité, ce cortex insulaire qui supporte les rôles des neurones miroirs. Il se connecte en temps normal à l'hippocampe qui fait la mémoire de la spatialisation et du déplacement et la liaison des souvenirs. L'hippocampe s'allume quand c'est positif émotionnellement, c'est-à-dire qu'on ne peut apprendre d'une expérience que si c'est positif émotionnellement. Et derrière, enfin au milieu, on a l'amygdale, entre le cortex et l'hippocampe. L'amygdale qui est l'alarme du cerveau, qui s'allume quand c'est négatif émotionnellement. Quand il y a une douleur trop longue, un stress trop long, l'amygdale il bug. Il bug et il ne s'arrête pas de gueuler. Et c'est une alarme, et du coup, le fait que l'alarme elle est en cacophonie, elle ne s'arrête pas, elle fait que le cortex et l'hippocampe n'arrivent plus à se parler. Et donc, il y a une perte de connectivité en douleur chronique entre le cortex et l'hippocampe. Et l'ayahuasca ou la psilocybine remet cette connectivité entre le cortex et l'hippocampe de manière intense. C'est comme si je rêve et que j'ai conscience que je rêve. L'ayahuasca. C'est comme si j'ai une barrière entre mon conscient au niveau insulaire, la réponse logique, et mon hippocampe, mon inconscient, ce que je sais, ce que je pense savoir, ma mémoire autobiographique, et ça se connecte et ça se parle en temps normal, mais tu comprends? Quand je dors et que je rêve, mes yeux bougent, je suis en rapid eye movement, d'accord? Et ben le cortex et l'hippocampe se déconnectent et je suis dans un état hyper intégratif. Et quand j'arrête de rêver, mon cortex et mon hippocampe se connectent et là la mémoire elle se grave un certain nombre de fois et je répète l'expérience que j'ai fait la journée avec cette créativité que j'ai essayé d'avoir par le rêve. Le rêve est une zone de résolution de conflits inconscients pour le cerveau, quand il y a une douleur ou peu importe. Le rêve est un médicament, d'accord? Et quand j'arrête de rêver, je consolide ma mémoire et moi je fais de la réadaptation par le mouvement, je consolide mon nouveau schéma moteur. Donc le sommeil, c'est un régénérateur du cerveau qui purge le cerveau, qui le réinitialise pour que j'oublie. L'oubli est aussi important que le savoir. Tu comprends? L'oubli est une soupape de protection pour le cerveau. Et donc, si je ne dors pas, je n'oublie pas. Et je n'apprends pas non plus. Il faut oublier, il faut apprendre, il faut les deux. Et l'ayahuasca te permet de recontextualiser tes traumatismes. Elle les remet dans le bon tiroir. Tu comprends qu'il n'y a pas de corrélation. C'est très subjectif tout ça. C'est très subjectif à chacun. C'est que tu peux subir un stress. Toi, ça se trouve, tu vas, suivant tes facteurs biopsychosociaux, hormonaux, biologiques, mécaniques, tu vas les subir normaux. Par exemple, tu vas subir un stress, tu vas pas avoir de problème. Je vais subir le même stress. Moi, je vais peut-être pas le supporter parce que j'ai pas les mêmes facteurs que toi. J'ai pas les mêmes facteurs environnementaux que toi, donc je vais pas exprimer la pathologie de la même manière. Et donc, c'est une expression génétique, le phénotype. Tu comprends que tu as le génotype, le gène, et son expression, c'est le phénotype qui dépend de l'environnement. Donc, le gène ne s'exprime que par son environnement. Et donc, l'ayahuasca te permet de recontextualiser cette expérience traumatique, d'accord? De les remettre dans les bonnes cases. Elle fait vraiment, c'est comme si tu rêves, mais en même temps tu graves la mémoire. Tu es sur une expérience unifiée. On parle de voyage psychédélique, d'accord? Et je vous rappelle que les chauffeurs new-yorkais de taxi, à force de retenir les noms des lieux, des rues, ils ont des hippocampes surdéveloppés. Donc il faut faire travailler votre mémoire en fait. Et l'ayahuasca est intéressante pour travailler votre mémoire. Donc, je vous ai dit, la liane, c'est vraiment les inhibiteurs de la monoaminoxydase, qui fait que j'arrive à prolonger l'effet et que je vais empêcher la dégradation de la DMT. Donc je vais pouvoir avoir
ses effets. Donc l'ayahuasca, elle a un effet sur l'hippocampe et l'amygdale, et je vous ai dit, c'est des émotions qui jouent des rôles clés dans la mémoire, la perception de soi, les émotions, etc. Donc l'insula, conscience de soi, intégration des émotions. Donc l'ayahuasca augmente cette activité de connectivité de l'insula avec d'autres zones du cerveau, d'accord. Donc on a cette dissolution de l'ego. Il y a un moment où dans la prise d'ayahuasca qui dure plusieurs heures, et je vous ai expliqué un peu ma transe, vous allez voir c'est le bordel, donc vous allez peut-être un peu rire, mais c'est pas grave, il faut en rire de toute façon, parce que ça n'a aucun sens, hein, les visions qu'on voit, donc faut mieux... Enfin ça n'a aucun sens à 90%, il y a un message caché et il y a beaucoup d'imagination, donc faut mieux... C'est qu'une expérience, tu vois, même si c'est impressionnant, il faut relativiser quand tu es en transe, parce que c'est très submergent, hein, c'est incroyable. Il y a un moment où quand tu es dans la transe, tu oublies le jeu. Le jeu n'existe plus et il n'y a même plus de... Tu as cette sensation vraiment tangible de faire partie d'un tout. D'accord. Et ça s'appelle la mort de l'ego. Tu vois. D'accord. Et l'ayahuasca va stimuler l'hippocampe en stimulant la neurogénèse, c'est-à-dire les nouveaux neurones. Donc la psilocybine fait aussi ça. Je vous ai dit, les nouveaux neurones peuvent être créés à partir de 3 endroits du cerveau. L'hippocampe, gyrus denté exactement, sous-ventriculaire et bulbe olfactif, d'accord. Mais si je ne fais pas des mouvements et que j'incorpore pas ces nouveaux neurones dans un nouveau circuit neurologique par le mouvement, un exercice physique, eh ben ces nouveaux neurones vont s'autodétruire. C'est pour ça que je donne des exercices physiques aux gens pour leur maison, au lieu de leur amener juste une technique de relâchement temporaire et de faire un abonnement comme les ostéos où je vais te voir tous les 2 semaines pour me craquer et que ça redémarre 2 jours après. Il faut être autonome dans une réadaptation. Votre meilleur allié, c'est votre cerveau. Votre cerveau, il peut vous réadapter. Mais il faut lui donner l'environnement pour pouvoir se réadapter. Il faut lui donner la meilleure expérience. Donc, il faut apprendre à apprendre. D'accord. Et donc, l'ayahuasca va agir sur l'amygdale. Et donc, l'ayahuasca réduit cette activité de l'amygdale. Je vous ai dit, quand il y a une douleur ou un stress, une dépression, un toc, c'est la même physiopathologie. L'amygdale, il gueule trop. L'hippocampe, il ne marche pas. Le cortex, il ne marche pas. D'accord. Donc, il faut remettre cette connectivité. Donc l'ayahuasca, c'est pas tout repos, hein. Vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez avoir des douleurs abdominales, des nausées, des douleurs musculaires et des tremblements. Parce que moi, je sais que par exemple, j'ai tremblé pour mon cas, comme les animaux. Mais c'est ce que je voulais, hein, de toute façon. Mais je sais que moi, j'ai tremblé. Et vous pouvez avoir une sensibilité émotionnelle. Donc c'est possible d'avoir une douleur psychologique ou émotionnelle liée à la libération des souvenirs ou des traumatismes pendant la transe. Moi ça m'est arrivé, j'ai jamais souffert autant psychologiquement quand j'étais sous ayahuasca. Vraiment, je croyais que j'étais en enfer à un moment donné. C'est vraiment les montagnes russes. Il y a des moments où tu es très bien dans la transe et il y a des moments où tu es au bout de la terre et tu es au bout de ta vie. Et il y a des moments c'est contradictoire. Donc tu as vraiment des émotions négatives, joie, peine en même temps. Tu vois, c'est c'est vraiment indescriptible comme sensation. Donc ça fait 4000 ans les indigènes en prennent. Et par exemple, eux, ce qui est marrant, c'est que c'est le chaman qui se met en transe et lui seul, il soigne la personne énergétiquement sans lui faire prendre de l'ayahuasca nécessairement. C'est pas obligatoire. Donc les indigènes ont une peur bleue de l'ayahuasca. On pense qu'ils en prennent tous les jours, c'est pas vrai. Ils ont une peur bleue, ils en prennent une fois, ils disent plus jamais. Celui-là qui vraiment est très rodé, c'est l'ayahuasquero qui prend de l'ayahuasca des milliers de fois et du coup... lui il prend de la chacrona, il prend de la chacrona et au bout d'un moment il prend de la chalipunga, donc c'est encore plus concentré, d'accord, c'est encore plus fort à ce qui paraît, il faut encore moins la doser, d'accord, parce que c'est très puissant. Et une fois que, c'est ce qu'on dit, hein, je sais pas si c'est vrai les amis, ça c'est ce que j'ai lu, que quand tu as la chalipunga, après tu vois une aurore, une sorte de cercle lumineux autour de tes visions et tu les verras dans toutes tes autres visions, même si tu prends de la chacrona, cette sorte de cercle lumineux, j'ai pas trop compris. Mais en tout cas, c'est dit comme ça. Et encore plus puissant que la DMT en molécule, dans le même genre, une molécule analogue, on a la 5-MeO-DMT. Donc c'est une molécule encore plus puissante qui nous vient d'un crapaud qui s'appelle le Buffalo alvarius. Donc un crapaud, c'est sa peau en fait qui fait une toxine, une neurotoxine pour se protéger. Et ça, c'est quelque chose qui se fume. Et c'est très très puissant aussi, et c'est encore un truc des indigènes. D'accord. Le 5-MeO-DMT, on le trouve aussi dans certaines graines. Je crois que c'est le yopo, si j'ai bonne mémoire, d'accord. Donc l'ayahuasca, ça vient du quechua, ou aya qui signifie esprit ou mort. Et huasca signifie liane ou corde, d'accord. Et donc, ce qui donne la traduction liane des esprits. Donc les chamans s'en servaient beaucoup pour la divination, pour la connexion avec la nature, pour la guérison. Donc des fouilles archéologiques ont montré que ça fait 2500 ans qu'ils s'en servent, d'accord. Et il implique
Ce qui est incroyable, c'est que ça implique la combinaison de 2 plantes parmi plus de 80 000 espèces végétales en Amazonie. Donc imagine le nombre d'essais qu'ils ont dû faire pour trouver ça, pour trouver ces 2 plantes. Si je prends une sans l'autre, j'ai pas l'effet. Entre 80 000 plantes et ils ont trouvé ça. D'accord. Donc c'est très 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 intéressant. Donc moi, je vais vous faire ma petite expérience. C'est que l'ayahuasca, je sais qu'elle va agir sur le mode par défaut du cerveau. C'est que le cerveau, il a besoin des modes où il rêvasse, etc. Et l'ayahuasca va agir sur ce mode par défaut. Et quand il y a une douleur chronique, j'ai plus mode défaut network de mon cerveau. Et du coup, j'ai écrit mon livre dessus et je travaille dessus et je travaillerai encore dessus dans mes articles. J'en ai écrit 2 publiés. Je vais essayer d'en publier 2 autres plus tard l'année prochaine, j'espère. Putain, c'est long. C'est vraiment une montagne de travail, tu vois. Et je suis pas payé pour le faire, en fait. C'est ça qui est chiant, quoi. Moi aussi, j'ai besoin de remplir mon frigo et le fait que j'ai besoin de remplir mon frigo, c'est du temps que j'ai pas pour rechercher, en fait. Pour écrire et tout sourcer, tu vois. C'est très long, c'est un travail de fourmi, hein. D'accord. Eh ben, moi, je sais que quand j'ai pris de l'ayahuasca, j'ai fait des dessins après, je vais vous les montrer. Comme ça, vous allez voir. Vous faire une petite idée. Parce qu'après, tu oublies, c'est que c'est tellement fou que c'est comme un rêve. Je voulais pas oublier et je voulais sortir ça de ma tête tellement c'était puissant. Je voulais pas devenir fou. En fait, tu vois. Donc, je voulais exprimer en fait ce trop plein d'émotions que j'ai eu. Donc, moi, je vous ai dit, l'ayahuasca, j'en ai pris pour la douleur. Donc, j'en ai pris 2 fois, d'accord. Et la dose, peu importe en fait, dans les dosages, on dit qu'il faut mettre 50 grammes de liane. Dose faible, 25 grammes de chacrona, dose moyenne, 50 grammes de chacrona, dose forte, 75 grammes de chacrona. Il faut faire plusieurs filtrages. Donc moi j'arrive comme ça, j'ai appris sur le tas, tu vois, j'ai appris sur le tas. Je prenais ma casserole, j'ai pris ma casserole, j'ai mis mes plantes, tout ça, je les ai fait bouillir. Donc je les ai fait bouillir, c'est long, 3 heures, 3 fois. Pour filtrer, il faut extraire les molécules en fait. Et l'eau capte tout ça. Donc il faut faire 3 filtres, tu te retrouves avec 3 litres. Tu réduis tout ça. Et tu imagines, je suis seul dans ma chambre, il doit être 2h, 3h du matin, j'ai commencé le matin, moi, j'ai commencé super tôt à cuire mon truc et tout. Et je t'avoue, j'avais peur parce que tout ce qu'on lit dessus, tu vois, Mais j'ai vu que tous les soucis, en fait, tous les gens qui ont eu des soucis avec ça, on n'a pas leurs dossiers médicaux, on n'a pas dans quel cadre ou avec qui, tu vois, il n'y a aucune information. Donc je pense que c'est pas bon pour tout le monde. Qu'il faut se fier à son instinct, il faut être surtout bien entouré et être renseigné sur les effets, sur les causes, et que ça soit dans une démarche volontaire et sécuritaire un maximum, tu vois. Même s'il n'y a pas de toxicité connue, parce qu'on est sur une molécule qu'on fabrique nous-mêmes. Donc en soi, l'ayahuasca n'est pas mortelle. La dose mortelle, c'est 25 fois la dose normale. On ne peut pas boire tant, c'est trop écœurant, tu vas vomir. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention s'il y a des soucis de rein ou des soucis de cœur, parce que c'est intense, d'accord. Ou par exemple des antécédents psychiatriques. Tu vas pas prendre de l'ayahuasca si tu as de la schizophrénie dans ta famille ou que tu as des pathologies schizophrènes. Mais ça peut être utile pour les gens qui ont des traumatismes comme les viols, qui ont subi des viols, des dépressions chroniques, résistance à la pharmacologie, des addictions. Tu as beaucoup de gens qui me prennent de l'ayahuasca pour soigner des addictions à la drogue dure et ça marche. Parce que le cerveau, il revient en mode par défaut. Et quand il y a une addiction, c'est qu'il y a un traumatisme derrière. Et donc l'ayahuasca va mettre en exergue, va mettre en lumière ton traumatisme en disant, tu veux pas voir ça, regarde ça. Tu veux pas voir ça, regarde ça. Et vraiment, ça te parle dans ta tête. C'est comme une musique sans son. Et c'est fou hein, ce que je dis, mais c'est vraiment une musique sans son, l'ayahuasca. Moi, j'entendais une musique, mais il n'y avait pas de notes. Tu vois. Et donc, je fais ma plante et tout. Et je suis là, j'ai vraiment peur, tu vois. Je suis là, je suis devant mon bol et tout. Je me dis, putain, j'avais peur, je voulais pas le prendre. Mais je dis, j'ai mis 9 heures à le faire. Ça fait 2 mois que je lis dessus, j'ai tout lu dessus. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Tout le monde dit un peu ce qu'il veut, tu vois. Moi, je me dis, bah merde. Je dis, je vais le prendre. Mais tu vois, j'avais l'appréhension quand même. C'est normal. Hein. Et je commence à boire. Et je vois rien. J'attends le temps qui passe, je rebois. Et je vois rien. Et je me dis, bah merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc je ferme les yeux et tout. Et je commence au bout d'une heure ou quoi, je commence à voir comme des logos Apple qui tournent. Tu vois, les logos Apple de chargement, là, rouge, bleu, tu vois. Je vois des petits logos Apple comme ça qui tournent, comme des petites rosaces qui tournent. Je dis, oh bah c'est cool, mais je m'attendais à des visions, tu sais, des trucs de fou, quoi. Et j'attends comme ça, une demi-heure, 1 heure, je dis, il n'y a pas de vision. Je dis, bah c'est ça l'ayahuasca, bah
j'étais déçu un peu, tu vois. Je dis merde, on m'a dit des trucs de fou, j'ai bu, j'ai vomi en plus, tu vois. Je dis merde, je suis déçu. Je me dis bon, il est 4h du matin, on va quand même se coucher là, tu vois. Il n'y a rien à faire, pas de vision, on a essayé au moins, tu vois. Et je lâche l'affaire. Et je me pousse dans mon lit, je me couche, je dors, et là, il y a une grosse vision de fou. Et là, je pars pour une transe de 2 heures. Et pendant 2 heures, j'ai des visions, des visions, des visions. Et je suis dans ma vision, je suis tout seul et tout, et je vois le monde se... J'essaye d'ouvrir les yeux, tu vois, quand même si je suis dans le noir, et je vois comme des sortes de vagues, tu vois, ça fait comme des... Ça s'appelle comme des distorsions un peu. Ça fait des effets visuels comme ça, des vagues et tout. Et j'essaye d'ouvrir les yeux, et j'arrive pas à ouvrir les yeux, ils se referment tout de suite. Et ça s'appelle percer le voile. C'est qu'il y a un moment où quand tu es dans la transe, avant d'y être, il y a un moment où tu es dans ce monde et tu perces le voile. Et ça s'appelle comme ça, percer le voile. Je passe dans la dimension spirituelle, d'accord. Et je suis dans ma vision et tout, et je vois je vois vraiment toutes sortes de visions. Il y a des moments où je vois plein d'images, comme ça, beaucoup des visages indiens. Moi, je sais que je suis passionné par les Indiens depuis que je suis petit, et je vois des images indiens. Je vois un arbre qui pousse comme ça avec un squelette, une faucheuse, tu vois. Peut-être que j'aimais bien Son of Anarchy, la faucheuse et tout. Je vois, ça n'a aucun sens, hein, les amis, franchement, c'est l'imagination. Hein. Je vois les Daft Punk, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Hein. Je vois les Daft Punk comme ça. Et moi, je suis dans ma transe, et j'ai conscience, hein, tu as conscience hein, que tu n'es pas dans ton état normal. C'est-à-dire que je suis pas dans mon état normal, et je peux tenir une conversation cohérente hein, avec toi, même si je suis pas normal. Et je suis dans ma transe, et je parle et tout, je dis... mais vous m'intéressez pas, moi je suis là pour avoir un message spirituel, un message mystique, laissez-moi tranquille, et ils partent. Et après ils reviennent, dans une vision après ils reviennent et je leur dis non mais allez-vous, je m'en fous de vous. Et ils s'en vont, tu vois. Mais tu sens cette énergie féminine qui est intéressante au niveau de la transe, tu vois, que c'est une énergie très féminine en fait. L'ayahuasca, ils appellent ça la mère, les indigènes. Alors que le cactus, hallucinogène comme le San Pedro, la torche péruvienne ou comment ça s'appelle, le peyote. D'accord, les Indiens d'Amérique prennent du Nord prenaient du peyote, d'accord. Et ben c'est de la mescaline. Et la mescaline c'est aussi un analogue à la sérotonine. Ils appellent ça plutôt le père. Donc c'est une énergie très masculine le cactus, à ce qu'on dit, d'accord. Donc moi j'ai jamais pris de cactus, mais j'ai 2 amis qui en ont pris et qui m'ont dit que c'était vraiment un truc de fou. Et t'as certaines personnes qui préfèrent la mescaline que l'ayahuasca, notamment les femmes d'ailleurs, qui préfèrent l'énergie masculine de la mescaline que l'ayahuasca. Moi c'est une amie à moi qui m'avait dit ça, mais comme toujours tout est subjectif, tu vois ce que je veux dire. Et je sais que, tu vois, si ça s'appelle le San Pedro, le cactus par exemple, c'est à cause des chrétiens. C'est à cause des chrétiens, ils ont dit que c'était le mal, le diable, les cactus hallucinogènes, etc. Et San Pedro, c'est Saint-Pierre, tu vois. Et donc il y a eu une influence anti-psychédélique par les Occidentaux. En Orient, il y avait cette culture occidentale, cette culture mystique de se connecter à la nature, au divin, à travers la DMT, les plantes hallucinogènes, de vision en fait. Hein. C'est pas hallucinogène, c'est de vision, même si ça s'appelle comme ça, c'est une erreur. Hein. Et ben, ça a été cassé par l'Occident. L'Occident a cassé l'utilisation de ces plantes d'utilisation millénaire. Même si en France même, les Celtes, par exemple, utilisaient la sauge des devins, la Salvia divinorum. Donc j'en ai jamais pris, mais à ce qui paraît, c'est vraiment très costaud. J'ai un ami à moi qui en a pris, il m'a dit il en a pris, il est tombé, et il a eu des visions sur un escalier, etc. Bref, un truc aucun sens, mais en tout cas, il m'a dit que c'était très, très, très dur. Donc la salvia, ça rigole. Perso, moi, je m'y testerai pas, d'accord. Mais de tous les peuples, il y a toujours eu l'utilisation de plantes psychédéliques. C'est ça que je vais vous dire. En Égypte, c'était le lotus bleu d'Égypte. Et ils s'enivraient avec et ils avaient des visions avec ça. D'accord. Le cannabis aussi, c'est une plante enseignante, comme l'ayahuasca normalement. D'accord. Le tabac aussi, c'est une plante enseignante, comme l'ayahuasca d'abord. Le tabac, c'est une médecine aussi. C'est la médecine du tabac, le râpé. D'accord. Qui libère de la dopamine et mime les effets de l'ACH, de l'acétylcholine dans le cerveau, le tabac. Et ils prenaient du tabac avant de faire la guerre pour se donner du courage aussi, ou avant la chasse. D'accord. Et le tabac purge les énergies négatives. C'est-à-dire que même quand tu fais une cérémonie d'ayahuasca, eh ben, toujours tu reviens au tabac pour t'ancrer. Tu prends le tabac, après tu prends l'ayahuasca, et ben, toujours après tu reprends le tabac en fait. Pour te faire revenir en fait. Te réancrer en termes d'énergie. On est vraiment sur la plante mère, le tabac. Et tout a été dénaturé par les Occidentaux en fait. D'accord. Et donc je suis dans ma transe et je vois
une vision dans une vision dans une vision, tu vois. Donc là, je suis dans ma première expérience que je vous explique, je vois une vision dans une vision dans une vision, et je rentre dans une image, dans une image, dans une image. Donc je suis dans des mondes un peu comme des dessins animés un peu, il n'y a pas vraiment de chance, hein. Je me rappelle d'un petit bonhomme avec un jetpack, mais c'était pas mal, c'était pas négatif, tu vois, je sentais que c'était pas, il ne voulait pas de mal. Je voyais des arbres, je voyais des insectes aussi, au bout d'un moment je voyais un scorpion sous terre en noir et blanc, tu vois, et je voyais comme des halos de lumière à un moment donné, comme un écran de veille un peu, tu vois, rouge, bleu, d'accord. Mais c'était assez light, tu vois, c'était gérable comme vision. C'était pas des visions trop écrasantes, tu vois. C'est le terme, tu vois. C'est qu'il y a, suivant la dose d'ayahuasca, de plantes que tu prends, de dose ayahuasca que tu prends, la dose peut te faire des visions écrasantes. Donc faut commencer doucement, quoi. Tu vois. Donc pour ça, j'ai pris la plus petite dose. D'accord. Et ça a été tout doux, et j'ai senti vraiment cette énergie féminine, et moi ça m'a rassuré et tout. J'ai pas eu mal pendant la transe, ça m'a vraiment fait du bien, mon souffle a été lent, mon cœur battait lentement, tu vois, ça m'a vraiment détendu au niveau du système nerveux, et du coup j'ai voulu persister, et donc j'en ai pris une deuxième fois. Et la deuxième fois, tu sais, la plante, moi je crois que la plante ont des énergies et que c'est un peu des esprits. Moi je pense que y a quelque chose dans les plantes, tu vois, qu'elles sont vivantes, et que je pense qu'elles ont des connaissances et des sagesses, qu'elles vibrent en fait, et que je pense qu'elles nous testent un peu. Et donc je pense que l'ayahuasca avec moi elle a fait, mais t'inquiète, c'est cool, pour après me mettre à une expérience un peu plus difficile. Et, mon Dieu que c'était difficile, hein. Difficile mais nécessaire, d'accord. Je regrette pas, mais l'ayahuasca te donne pas ce que tu veux, mais ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, c'est pas souvent ce que tu veux, malheureusement. D'accord. Donc, et la deuxième fois, j'ai pris de l'ayahuasca, j'étais avec un ami cette fois. Et heureusement qu'il était là quand même, ça m'a rassuré, parce que t'es avec quelqu'un qui dédramatise, qui dit hop, tu vois, qui a pas peur, et du coup ça te fait pas peur, même si t'as peur toi. Donc il faut être avec quelqu'un qui soit dans son état normal, et qui parle avec toi, qui même met un peu d'humour, tu vois, pour dédramatiser la situation. Parce que quand tu es en transe, tu as plus la notion du temps et de l'espace. Et du coup, le fait de cette perte de temps, tu as l'impression que tu vas toujours rester perché en disant je vais jamais redevenir normal, je vais jamais revenir. Ça fait partie du processus en fait. Comme tu as plus cette notion du temps, de perte de contrôle, cette perte de contrôle est fort déstabilisante. D'accord. Et cette fois-ci, j'en ai pris en mode, j'étais sûr de moi, en mode ça s'est bien passé la première fois, ça a bien se passer la deuxième fois. J'en ai pris moins, je suis resté 6 heures en fait. J'en ai pris 2 fois moins, je suis resté 6 heures. Parce que le cerveau sensibilise. C'est que l'ayahuasca, plus t'en prends, moins t'as besoin d'en prendre pour être dans le même état. C'est que le cerveau apprend. Parce que je crée des nouveaux circuits, et les circuits après ils sont définitifs. Donc l'ayahuasca a des résultats durables. Les psychédéliques ont des résultats durables, contrairement aux opioïdes. Tu vois, parce que ça fait des connexions neuronales. Alors que les opioïdes ne font pas de connexion neuronale. Parce qu'ils ne font pas de nouveaux neurones. Alors que l'ayahuasca, etc., font des nouveaux neurones. La psilocybine font des nouveaux neurones, participent en tout cas à cette neurogénèse. Encore plus si on l'associe avec de la crinière de lion, par exemple, qui est un facteur neurotropique, qui va aider la survie des neurones au niveau des facteurs BDNF, d'accord. Et donc là, par contre, j'ai été dans des visions beaucoup plus écrasantes. Ça a été très long, très très dur. Pas que, mais il y a eu des phases très 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 dures. Par exemple, j'ai fait mon EMI dedans. C'est-à-dire que quand tu es sous ayahuasca, dans la transe, on fait une expérience de mort imminente. Pas toujours, mais tu peux faire une expérience de mort imminente. Tu as cette mort de l'ego, et après, il y a une expérience de mort imminente. Et après, tu reviens. Et moi, j'ai fait cette expérience de mort imminente, et c'était vraiment très impressionnant. Sur le coup, tu crois vraiment que c'est vrai. Même si tu sais que tu es dans ta transe et que ça fait partie du processus, et ben quand tu es dedans, tu n'as plus la notion de ça fait partie du truc, je suis dans une expérience. Il y a ce moment où ça te dépasse en fait. T'as beau être rationnel, et à un moment c'est trop. C'est trop, et tu es vraiment dans l'émotion pure. Tu vois, tu es plus dans l'analyse. Tu es vraiment dans le je sens que ça va pas, que j'ai mal, que tu vois, que je vais mourir. Tu as vraiment cette impression, mais c'est qu'une impression. Tu vas pas mourir. Tu vois. Et mon pote, il me disait, mais t'inquiète, tu vas pas mourir, c'est cool, tu vas pas mourir, ça fait partie du processus, respire. Et je te jure que quand tu acceptes tu acceptes cette peur en fait, cette peur de la peur en fait, c'est ça la mort. La mort c'est l'inconnu, c'est la peur de la peur, c'est pas triste la mort, c'est pas grave la mort, ça fait partie de la vie. Et quand tu acceptes cet inconnu, parce que c'est ça la peur, c'est l'inconnu. Et donc l'inconnu est peut-être potentiellement dangereux. C'est ça, le cerveau fait de l'association. Et tu as ce souci en douleur chronique, où c'est potentiellement ou pas une douleur, mais le cerveau a décidé que c'était une douleur et que c'était préjudiciable pour le système nerveux. Donc il fait que le comportement il est automatisé sur la défense. Et donc tu es en hyper-vigilance quand il y a une douleur. Tu es aux aguets comme ça. Tu te relâches jamais. Ça, c'est la douleur chronique. Ça, c'est la dépression ou les TOC. D'accord. Donc il faut relâcher le système nerveux en allant vers l'inconnu.
Donc il faut lui laisser un peu divaguer, être dans son mode par défaut, d'accord. Et donc moi j'ai des visions où j'étais au bout d'un moment dans une sorte de pièce avec un... Je suis resté bloqué, mais tu vois, on n'a plus de notion du temps. J'étais dans une sorte de pièce toute blanche, comme dans un sous-marin. Je sentais que la pression n'était pas la même. C'est comme si mon corps était étiré comme ça. Ah, ça n'a aucun sens. Hein. Et j'étais comme avec des sortes de... Je vous ai fait une image. Ça, c'est ce que j'ai dessiné tout de suite après pour m'en rappeler. J'étais avec une sorte d'humanoïde comme ça, violet, tout comme ça. Il parlait pas avec moi, il n'avait pas de visage. Et c'était comme un monde décousu, moléculaire comme ça. Et il y avait comme des... Ça n'a pas de sens, hein. Et il y avait comme des petits objets comme ça, des petites boules, des petits objets géométriques tout lisses en 3D, tu vois, en 4D, tu vois. Je regardais comme ça. Et c'est vraiment... T'as vraiment ce truc de réalité virtuelle où tu déplaces ta tête et t'as la profondeur de l'image, tu vois. C'est plus que la 3D, c'est la 4D. Et mais c'était très bizarre, mais c'était pas grave. Enfin, j'étais pas en danger, quoi. Tu vois, j'étais là, j'attendais que ça se passe. Parce que l'ayahuasca, c'est pas des visions fixes. C'est que tu sais que l'environnement va changer. Donc même quand t'es pas bien dans une vision, tu sais que t'attends un peu et ça va avancer. Tu vas faire ton voyage, tu vas aller dans d'autres visions, dans d'autres contrées, tu vas avoir peut-être d'autres animaux. Moi, je sais que j'ai vu au bout d'un moment une baleine. J'ai vu au bout d'un moment une sorte de baleine violette qui sortait d'une planète. Ça n'a pas de sens. Hein. Mais ça a des symboliques, hein, de toute façon, au niveau inconscient. Ça a des symboliques. Hein. C'est le fils au mec qui a écrit les Alcor Toltec, qui est chaman et qui a fait un livre sur les animaux que tu vois en vision, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et chamanisme et animaux, je sais pas quoi, il dit tel animal dans une vision, ça veut dire ça. Donc je pense qu'il y a des choses à regarder. Et moi, tu vois, et l'ayahuasca, c'est beaucoup de l'imagination parce que, tu vois, c'est propre à nos propres croyances. C'est-à-dire que moi, je vais voir les visions par rapport à mon imagination à moi. Et on a tous des imaginations d'enfants. D'enfants, on voit tel dessin animé. C'est pour ça que moi, j'ai vu des dessins animés. C'est parce que quand j'étais enfant, je voyais des dessins animés et j'ai cette imagination. On a une mémoire infantile qui est très imprégnée. On a des souvenirs d'enfance qu'on a oubliés consciemment, mais ils sont là. On a notre âme d'enfant, notre imagination d'enfant, elle est juste endormie par cette société occidentale qui nous a empêchés de rêver, en fait. Et qui nous a dit, tu vois, pour moi, art plastique, ça devrait être une matière qu'on devrait avoir, ça devrait être une matière comme le français ou les maths. L'art plastique, pour moi, c'est une intelligence, la créativité. C'est une intelligence qui est sous-estimée dans ces pays occidentaux. C'est pour ça qu'on fait toujours les mêmes trucs qui ne marchent pas. T'as mal, on te donne ça. T'as ça, on te donne ça. T'as ça, on te donne ça. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de résultat. Il faut être ingénieux, il faut être créatif, d'accord. Moi, je sais que j'ai des croyances comme quoi, au niveau de mes confessions, j'ai appris comme ça que les anges étaient faits de lumière. Chez les musulmans, les anges sont faits de lumière, les djinns sont faits d'un feu sans fumée, les hommes de terre. Et moi, comme je pense inconsciemment, tu vois, je suis même pas conscience que les anges sont faits de lumière, au bout d'un moment j'étais comme ça, et je voyais un ange bleu, énorme dans ma chambre, tu vois, énorme, fait de plein de petites constellations, comme des étoiles. Et ça me transperçait, c'était limite trop intense, tu vois. Et du coup, tu vois, je l'avais fait après, je l'avais dessiné, tu vois. Et c'est pas très beau, hein, mais tu vois, c'est juste pour que vous imaginiez un peu. Parce que ça semble tellement irréel, t'es obligé de mettre quelque chose pour t'en rappeler, tu vois. Et tu vois, c'est là où tu vois que dans le cerveau, il y a des chemins, il y a des cases. C'est que dans ma première transe, j'étais dans une sorte de pièce toute verte, avec un dé rouge et une plante géante, et une sorte de loupe, et une sorte de fumée qui se passe comme ça. Ça veut rien dire, mais c'était une pièce fixe, avec du verre et une loupe. Ça n'a pas de sens, j'ai pas d'explication. Et en tout cas, j'ai été pendant 2-3 minutes comme ça, dans ma première vision, quelques minutes, et puis dans ma deuxième expérience, j'ai vu la même vision que j'ai faite. C'est là, tu vois, et pourtant, à des jours d'intervalle, j'ai vu la même vision, quelques minutes qui ne bougent pas comme ça. C'est comme si je m'étais égaré dans un endroit. Donc tu vois, c'est très, très étrange. Hein. C'est très, très étrange tout ça. Et ma vision, elle a commencé, ma deuxième transe, par un buste d'un président américain, je suppose. Hein. Et c'est comme s'il était sur du gazon, ce buste en pierre, en marbre, et il s'écaillait comme ça, et il commençait à fondre sur du rose, un peu comme du Salvador Dali, tu vois. Tu vois, ça n'a aucun sens, hein. Ça n'a vraiment aucun sens, tu vois. Et le pire de ma transe, enfin les pires de ma transe, c'était... ah oui, et ça c'était une vision où je voyais un œil, mais tout le monde voit des yeux en fait. Hein. Et je voyais un œil, et dans chaque œil, il y avait dans chaque petit carré, là, il y avait plein d'images. De je ne sais quoi, des images de ma vie, ou de... je sais pas. Il y avait plein d'images. Et au bout d'un moment, je voyais une sorte de serpent comme ça,
il passait comme ça, et il y avait un œil qui se mettait comme ça, et il y avait plein d'yeux qui popaient comme ça devant moi. Pou, 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 pou. Et ça n'avait vraiment aucun sens. Et quand je voyais ça, je me disais à moi-même, ça n'a aucun putain de sens, tu vois. Et je suis avec mon pote et je lui dis, c'est bien à toi que je parle. Il me dit, oui, oui, c'est bien à toi que je parle. Et mon pote était pas très loin, il était juste à quelques mètres, et je l'entendais de super loin, avec une toute petite voix. C'est bien. Et moi je disais, t'es sûr que t'es mon ami à toi que je parle? Et putain, je t'entends super loin, on dirait que je suis dans un sous-marin, que je suis ailleurs. Et t'as ce truc là où t'as l'impression vraiment d'être dans une autre dimension, quoi. Mais je peux parler avec lui normalement. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais. Parce que moi, je cherche à garder le contrôle. J'ai ce défaut, comme tout le monde, hein, comme beaucoup de gens, je cherche à garder le contrôle en me disant, je suis rationnel, même si je suis dans ma transe, je garde qui je suis, je sais qui je suis, où je vais, tu vois, je suis comme ça. Je suis très discipliné comme personne. Et je suis dans ma transe et je me dis, je vais me mettre, parce que je sentais que je commençais à mélanger mes idées, mon cerveau n'arrivait plus à se concentrer normalement. C'est normal, hein, c'est trop intense, tu vois, tout ça, ça n'a pas de sens, t'es là. Et je dis à mon pote, j'arrive plus à organiser une idée dans ma tête, tu vois, parce que j'essaye de me dire que je me rappelle qu'à ce moment-ci, je fais ça ou je vois ça, tu vois. Et le cerveau, il fait comme ça quand tu es en transe. Il fait, je me rappelle que, mais c'est quoi se rappeler? Et je me rappelle que je me suis rappelé que, mais. Et plus tu cherches à garder le contrôle, plus tu t'enfonces. Plus tu perds le contrôle, en fait. Et c'est que le contrôle est une illusion, en fait. Tu vois, c'est ça, les amis, c'est que le contrôle est une illusion. Et je dis à mon pote, mais j'arrive plus à organiser une idée dans ma tête. Genre, j'arrive plus à sujet, verbe, complément, tu vois, j'arrivais plus au bout d'un moment. Et je lui dis, mais quelques secondes après, je fais, mais c'est quoi une idée? Tu vois? C'est que vraiment, il y a un moment, tu perds, tu vois, tu es pas dans ton état normal, en fait. Tu es vraiment en état de conscience altéré. Tu n'es pas bête, hein, mais tu es dans un état altéré. Tu es dans une perception différente, tu vois. Je me rappelle, j'entendais une sonnerie d'école et j'entendais des enfants courir dans la cour. Et c'est comme si après mon esprit tombait d'étage en étage en étage, je pourrais pas l'expliquer, mais c'est comme si tu sens que ton esprit il chute et il se déplace, et il tombe, je sentais qu'il tombait, et c'est comme si j'étais dans une pièce rouge sans voir le rouge, et je vais dans une autre pièce sans voir la pièce. Tu vois, tu es vraiment sur ce truc-là où tu vois que les sensations se mélangent. Je sais que au bout d'un moment, je sentais comme un manteau chaud autour de moi, comme si j'étais dans le ventre de ma mère, tu vois, et je m'entendais respirer très profondément. Et ça, c'était bien, tu vois, j'étais bien. Et je sais qu'il y a une phase où je mettais ma tête comme ça entre mes mains, et ça m'a semblé une éternité ce temps, mais c'est pareil, tu n'as pas la notion du temps. Et je mettais comme ça, et je mettais pardon maman, et je savais pas pourquoi, tu vois, j'avais aucune. C'est vraiment inconscient, tu vois, aucune explication. C'était vraiment mon cerveau qui parlait tout seul. Et c'est là que tu vois que tu désinhibes, que tu relâches le système nerveux, que tu relâches les traumatismes. Et quand je disais ça, en vision dans ma tête, je voyais comme si je tombais d'un escalier en colimaçon. Tu vois, un escalier qui tourne comme ça, comme un escargot, et je tombais, et ça tournait, ça tournait, ça tournait, et je faisais comme ça, pardon. Et tu vois, je l'ai fait genre, ça m'a semblé super long, mais j'ai dû le faire, je sais pas, 2-3 minutes peut-être. Et après, j'étais comme si j'avais une sorte c'est comme si je sentais la douleur, j'avais une douleur psychologique, je souffrais, et c'est comme si j'avais l'impression que j'étais dans une boucle spatio-temporelle. Je souffrais, et j'avais mal, et sans savoir pourquoi, mais je souffrais, et carrément je souhaitais mourir tellement j'avais mal. Pas physiquement, mais psychologiquement, sans pouvoir identifier le pourquoi. Et c'est là que tu sens que la mémoire, elle détamponne. C'est qu'il faut accepter la souffrance, tu vois. La souffrance est nécessaire, en fait. Et il faut accepter nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et j'ai eu mal, mais sans raison. Une douleur psychologique, j'avais pas mal physiquement, mais j'avais mal et je pensais pas que c'était possible de souffrir autant. Tu vois, moi je pense que c'était la culpabilité. Je sentais une sorte de culpabilité dans mon esprit, en pensée, tu vois, et cette émotion de culpabilité, et c'est cette émotion qui partait pas. Et ça restait, et ça faisait comme ça, et franchement, je voulais que ça s'arrête. Franchement, c'est très dur à décrire ça, vous imaginez bien. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, j'étais dans une sorte de pièce, toute noire comme ça. Et il y avait une sorte d'arbre et les lianes poussaient comme ça. Les lianes, elles poussaient. Et j'étais comme dans une pièce avec un arbre. Et c'est comme si je pouvais me connecter à la mémoire de plein de personnes. Et je commençais à recevoir un message. Et le message, c'était la compassion, on vit pour les autres. C'était ça le message que j'entendais, qu'on vit que pour aider les autres,
que quand on va mourir, on va mourir et il n'y aura plus rien à part le bien qu'on a fait, à part les bonnes actions qu'on a faites. Et je repense à ma mère, tu vois. Je repense à ma mère et je voyais un arbre comme ça. Et c'est comme si je voyais tous les hommes de bien qui avaient fait le bien et que la pensée de tout le monde elle se réunissait dans un endroit. Et ça, c'est les annales akashiques. Mais je ne le savais pas, mais c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai une amie à moi qui m'a dit, mais en fait, tu as eu une vision des annales akashiques. C'est vraiment les annales akashiques, ça serait un endroit de l'univers où il y a la mémoire de tous les hommes qui se mettent, etc. Et ça, c'est chez les hindous. Les hindous pensent ça, qu'il y a un lieu de stockage de l'univers, de toutes les mémoires des humains. Et tu vois, j'ai eu ce moment où j'ai l'impression d'être connecté à tout, à toutes les mémoires des gens. Avec un arbre, tu vois. Et ça, moi, j'aime beaucoup les Vikings aussi. Donc, je sais qu'il y a l'arbre monde chez les Vikings, tu vois. Donc, on voit qu'il y a des cultures qui se rejoignent, hein, de toute façon. Que chez les bouddhistes, il y a 7 états entre la vie et la mort, les Bardo Todol. Que les musulmans aussi ont ces voyages mystiques au niveau des soufis. Je pense à Rumi, je pense au prophète qui a une sourate qui s'appelle le voyage nocturne, qui a été dans les cieux sur un animal mystique, le Bourak, et qui aurait parlé avec Dieu, etc. Et moi, je pense que les prophètes, les messagers, Bouddha, etc., ils avaient des compétences transcendantales pour se connecter au divin, entre guillemets, à la pensée des humains, etc. Tu vois ce que je veux dire? À la sagesse, etc. Donc je pense qu'il y a eu des hommes saints de toute religion, de tout continent, tu vois. Et chez les Japonais, tu vois, aucun problème, tu vois. Les taoïstes et tout, tu vois. Et il y a un moment donné où vraiment je vois les sons, j'entends les couleurs, c'est-à-dire que j'entends un bruit, et ben je vois l'onde du bruit comme ça devant mon visage, ça durait 6 heures, hein, c'était long, vous imaginez. Et il y a un moment donné où j'ai vraiment je vois une galaxie, je vois l'espace, et j'ai l'impression que je vais mourir, tu vois. Je sens que mon cœur il va à 2 à l'heure, et je sens que comme si je vais plus respirer, tu vois. J'ai vraiment cette sensation de, je me recroqueville comme ça. Et et je me sentais comme quand, tu sais, tu vas t'évanouir et que tu glisses sur un nuage un peu, tu vois. Et je sentais que je vais m'évanouir. Et je dis à mon ami, je me sens vraiment pas bien et tout, et tu vois. Et il me dit, non mais t'inquiète, c'est normal. Je dis, non mais je me sens vraiment pas bien, j'ai l'impression que je vais y rester, tu vois. Parce que t'es dedans en fait. Et je sens mes mains comme ça qui se recroquevillent, et je sens que pour moi ça y est, je vais finir. Et ça va trop vite dans ta tête, hein. Ça va trop vite. Et quand je me dis, ouais, ça y est, ça y est, c'est fini, tu vois. Et j'ai peur, je vais mourir. Et quand j'accepte que je dis, bah ça y est, je vais mourir, dans ma tête, ça y est, on allait me trouver et tout, mon cadavre, ça y est, j'étais fini, tu vois. Et quand tu acceptes ça, que ça y est, tu vas mourir et tout, et que ça y est, c'est comme ça, moi dans ma tête, je me dis, bah c'est pas grave, au moins j'ai été brave, j'ai essayé, tu vois. Et c'est la vie, etc. Je suis prêt à aller, à me relâcher de ce bas monde, tu vois, à déconnecter un peu tout ce matérialisme et tout, tu vois. J'étais prêt à accepter le sort, quoi. Et bien à ce moment-là, j'ai eu quelques secondes de latence où, tu vois, c'était noir et je suis revenu comme ça. Et après, c'était terminé. Après, j'ai pu me lever, j'ai eu encore des bribes de vision, tu vois, mais j'arrivais à me lever, à marcher, à me lever, prendre un carré de sucre ou quoi. Et, voilà, donc c'était très très intense. C'était très très intense. Et tu vois, j'avais fait ce dessin, tu vois. Donc on voit les arbres et la galaxie et tout, tu vois. Enfin, c'est mal fait, hein, mais c'était vraiment cette vision de tout est un, tu vois. Arbres, je pense qu'il y a un truc mystique dans les arbres, tu vois, aussi, comme les yeux. Les arbres, ils voient le ciel, ils sont connectés au ciel. Je pense qu'on a perdu un lien avec les arbres, certains. Que les arbres sont très très intelligents. D'accord. Et donc, voilà, donc ça c'est juste mon expérience. Et depuis, j'en ai pas repris. Mais peut-être j'en reprendrai un jour. J'espère dans des bonnes conditions, tu vois. Et je sais que sur la douleur, ça m'a aidé. Au niveau des douleurs et tout, je sais que ça m'a aidé à. Tu vois, ça a cassé quand même un peu ma sensibilisation. Je suis moins aigu que avant quand même, tu vois. Donc je sais que ça m'a quand même aidé, même au niveau inconscient. Je veux dire, le lendemain, j'ai appelé ma mère, tu vois, ça m'a aidé un peu à reprendre contact avec ma mère, à me rapprocher, à lui dire des choses que je lui aurais peut-être pas dit si j'avais pas vécu ça, tu vois. Donc je sais que moi ça m'a aidé. Donc je vais continuer un petit peu. Dans le même style, on a la théorie du singe défoncé. Donc la théorie du singe défoncé, je vous en avais un peu parlé. C'est une théorie par Terence McKenna, c'est un mycologue, un spécialiste des champignons, qui lui, il pense que les champignons auraient joué un rôle clé. C'est que ils disent qu'on dit que la viande nous a rendus intelligents, le feu, etc. Mais c'est pas prouvé scientifiquement. Alors qu'il y a eu un bon cognitif, le cerveau humain il n'a pas changé depuis je sais pas combien d'années, et le cerveau humain n'a pas changé depuis des milliers d'années, et on ne sait pas expliquer ce bon cognitif par rapport à l'homme préhistorique. Et
Et l'ayahuasca, les champignons particulièrement, créent des nouveaux neurones et font cette empathie et cet altruisme. Et on voit qu'on est des humains et qu'on est coopératifs. Si on a pu évoluer aussi bien, c'est parce qu'on se copie les uns les autres. Tiens, tu chasses comme ça. Et le langage surtout. Et la théorie du singe défoncé, elle fait que vu que tu mélanges les sens en transe, tu parles, tu vois, tu vois les images, tu entends les sons, il se peut que les singes, enfin, ils pensent qu'en fait, cette théorie dit que les singes auraient essayé d'articuler des mots avec leur bouche pour faire des sons en activant le gène FOXP2, c'est le gène du langage, d'accord? Et que ça a aidé à exprimer ce gène différemment, parce que ça a stimulé les neurones miroirs dans le cerveau. Et les neurones miroirs, les singes les ont, les humains les ont, d'accord? Et ces neurones miroirs, c'est les neurones du langage, mais c'est aussi les neurones du mimétisme, de l'altruisme, de l'empathie, de l'esthétisme. La musique, elle est belle, elle est belle. L'œuvre d'art, elle est belle, elle est belle. Les émotions, je me mets à la place de toi. T'as mal, j'ai mal. T'es content, je suis content. Tu souris, mon cerveau sourit. Tu marches, mon cerveau marche à un certain pourcentage. C'est le même système qui code l'action qu'il a réalisée. Ça, c'est les neurones miroirs. D'accord? Et bien, la psilocybine agit sur ces neurones miroirs comme l'ayahuasca. D'accord? Au niveau de cette connectivité. Et donc, selon lui, que le fait de ces champignons, ça a pu les rendre plus intelligents. Et en renforçant les liens sociaux, comme la coopération et l'empathie. Tu comprends? Je mets mon manteau de fourrure, je suis un homme préhistorique, et ben je vais apprendre parce que mon papa a mis un manteau de fourrure. Tu chasses comme ça, je vais chasser comme ça. Tu prends soin de ton bébé, je vais prendre soin de mon bébé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que et les doses élevées auraient pu développer le langage et la créativité. Tu comprends? Et donc en permettant cette stimulation de cette pensée abstraite et l'émergence du langage symbolique. Tu comprends? Donc c'est fascinant, mais c'est débattu parce qu'on n'a pas de preuves solides capables d'établir un lien entre consommation psychédélique et évolution du cerveau humain. Sachant qu'on est sur un processus complexe qui implique beaucoup de facteurs environnementaux et génétiques. Donc ça, c'est une théorie intéressante que je tenais à vous parler. Donc dans le même genre, on a la théorie Gaïa, proposée par James Lovelock, que je trouve intéressant, développée par Lynn Margulis, qui suggère que la Terre fonctionne comme un super-organisme autorégulateur. Selon cette hypothèse, la biosphère, l'atmosphère et les océans interagissent pour maintenir des conditions favorables à la vie. Moi, je pense que c'est vrai. Donc la Terre ajuste naturellement ses systèmes pour préserver l'équilibre écologique. Elle fait des interactions entre les êtres vivants et l'environnement. Donc les organismes influencent activement la composition de l'atmosphère et du climat. Et la planète est vue comme un système dynamique où chaque élément joue un rôle essentiel. Donc moi, je la trouve très intéressante. Parce que si on croit cette hypothèse, on peut penser que les substances psychédéliques comme les champignons, le champignon c'est ni une plante ni un animal, c'est un organisme unique qui est là depuis un des plus vieux organismes de la planète Terre, d'accord, et que la théorie Gaïa que la Terre chercherait à nous parler à travers ces plantes et ces champignons millénaires et ancestraux, à nos connectivités à nous-mêmes et à la nature. La nature, ça veut dire naissance, étymologiquement, et on en fait partie, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc dans le même genre de ces médecines ancestrales, on a le kambo, je vous en ai un peu parlé, qui est issu d'une sécrétion d'une grenouille arboricole, du coup, ça s'appelle le vaccin de la forêt. Donc ça, c'est pas interdit, mais c'est pas encadré. D'accord? Donc ça a beaucoup de molécules, c'est plus puissant que la morphine, plus puissant que les endorphines endogènes. Il y a 40 brevets qui ont été mis en place par les laboratoires pharmaceutiques sur ce venin, il n'y a aucune utilisation qui est faite. Donc ça te fait vomir, pareil. Ça stimule le système lymphatique. Et il n'y a pas d'encadrement en fait. Donc la psilocybine, je vous ai dit, c'est analoguement très proche de l'ayahuasca, de la DMT. C'est pas de la DMT, mais analoguement, moléculairement, c'est très proche. Il n'y a qu'une petite branche en plus. Donc la psilocybine, c'était les Mayas, si j'ai bonne mémoire, qui s'en servaient. Ils appelaient ça la chair des dieux. D'accord. Alors que la mescaline, par exemple, ça va être plus, je vous ai dit, les Indiens d'Amérique du Nord. Et c'est Aldous Huxley, le pote à Oscar Wilde ou George Orwell, je sais plus. George Orwell, je crois. Ouais, je pense que c'est George Orwell, ouais. Aldous Huxley, le pote à George Orwell, qui s'est suicidé le jour
du meurtre de John Kennedy, pour pas qu'on lui fasse de pub. Aldous Huxley, qui est un grand auteur, qui a écrit Un monde presque parfait, je sais pas quoi, et ben il s'est suicidé avec du LSD. Et lui, il prenait de la mescaline. Et de la mescaline, il appelait ça terra incognita. D'accord. Et on a beaucoup d'auteurs, même en France, hein, Victor Hugo, Apollinaire, tout ça, tous ces auteurs de poésie, bien sûr, qui se sont fracassés le crâne. Peut-être à l'absinthe plutôt. Mais par exemple, Lewis Carroll, ou tu vois, Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, on voit la chenille sur le champignon et elle le mange, elle devient grande et tout. Tu vois, c'est très psychédélique, Alice au Pays des Merveilles. Il se ferait casser la tête aux champignons hallucinogènes. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. D'accord. Donc la psilocybine, pareil, c'est les mêmes récepteurs que la sérotonine. Donc pareil, on va stimuler la neuroplasticité, pareil, que l'ayahuasca. Donc ça peut être utile pour la dépression résistante, l'anxiété, les troubles liés au stress post-traumatique. Et moi, je vous rajouterai de la douleur. Parce que quand je vais changer mon attention, je vais changer mes émotions et mon cerveau va sélectionner les signaux autrement. Et quand il y a une douleur chronique, le cerveau n'arrive plus à recruter de nouveaux circuits neuronaux et donc l'apprentissage est impossible. Il n'arrive plus à freiner ce qui monte le long de la colonne vertébrale. Et la psilocybine, elle est interdite en France, bien entendu. Mais même si elle est étudiée dans certains pays comme les États-Unis et le Canada. Bah oui, la France, toujours 100 ans de retard et on s'étonne de se faire allumer en fait de tous les côtés par les Américains en termes de recherche. De toute façon, j'espère un jour, je pourrai aller du côté de Neuralink, tu vois. J'aimerais bien travailler du côté, j'essaierai, hein, tu vois, d'aller du côté des labos américains, biotechnologiques américains. Je vais essayer de vendre un truc, je vais travailler dessus, mais en tout cas, je pense que je me rapprocherai des pays anglophones dans quelques années pour faire valoir mes travaux qui ne sont pas encore assez reconnus en France, sachant que je suis que à la moitié. Hein. Là, je prépare l'autre moitié. Donc le Kambo et le Kambo, tu sais comment ils l'ont trouvé? La légende dit que c'était un chaman qui était sous ayahuasca et la plante lui a dit de prendre ce venin de cette grenouille de cette façon. C'est-à-dire que le Kambo, tu brûles la peau et tu mets le venin dessus et le chaman il s'appelait Kambo en fait. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. D'accord. Donc la psilocybine, le champignon hallucinogène, on s'en servait chez les Aztèques et les Mayas dans des rituels religieux ou chamaniques pour entrer en contact avec les divinités, explorer la conscience. Mais bien sûr qu'il y a des potentiels thérapeutiques. C'est évident. Donc la mescaline, on le trouve dans le cactus, je vous l'ai dit. Donc on est sur un usage plus vieux de 5000 ans, donc par les peuples autochtones d'Amérique du Nord, ce que je vous disais, du Sud. Dans les grottes du Texas notamment, ils ont trouvé des restes. Donc ça a été isolé que la première fois en 1894 par un Allemand, par un chimiste allemand. Elle a été popularisée en France par Aldous Huxley, comme je vous le disais. Donc les Mexicains, les Navarros s'en servent encore maintenant. D'ailleurs, il y a eu une dérogation, il y a quelques dérogations. Pour les Indiens d'Amérique, ils ont le droit de se servir du cactus. Et en Amazonie, ils ont le droit de se servir de l'ayahuasca parce que c'est patrimoine culturel en fait. Eux, c'est dans la culture, donc c'est pas interdit en fait. D'accord. Donc l'ayahuasca, la psilocybine va agir sur les 5 HTA, d'accord. D'accord. Donc la mescaline a des affinités plus faibles avec les récepteurs sérotoninergiques que la psilocybine et donc l'ayahuasca aussi. Parce que c'est pas endogène, vous comprenez? C'est que l'ayahuasca, c'est de la DMT, la diméthyltryptamine est endogène, donc forcément le cerveau va mieux y répondre parce qu'il la fabrique déjà, mais pas dans ces quantités. Donc la psilocybine, vous êtes sur des effets durés entre 4 et 6 heures. Donc la réception, c'est le récepteur ciblé, c'est le 5-HT2A. Donc on est toujours sur de l'introspection, de la connectivité cérébrale. De la mescaline, c'est toujours le même récepteur que la psilocybine, mais moins, la 5-HT2A. On est sur des effets plus longs, entre 8 et 12 heures. Tu vois, ça me semble un peu loin. Donc on est sur pareil, stimulation physique, hallucination colorée. Et l'ayahuasca, les récepteurs ciblés, c'est DMT+, IMAO. D'accord. Mais en fait, c'est des récepteurs cholinergiques, sérotoninergiques aussi. On est sur des effets de 2 à 4 heures. Moi, je dirais plus 2 à 6, tu vois. Vision intense, purification physique, etc. Donc moi, je préfère l'ayahuasca que les 3 que je vous ai cités, que la mescaline ou que la psilocybine. À la limite, la psilocybine, ça peut être intéressant en microdosage, pour avoir les avantages cognitifs des psychédéliques sans les effets secondaires, sans vision, sans rien.
D'accord. Donc la sérotonine devient de la mélatonine le soir. Donc si vous voulez faire un, un microdosage en psilocybine, je vous conseille de regarder le protocole de Paul Stamets. D'accord. Et vous devez combiner de la psilocybine, de la crinière de lion et diverses vitamines pour régénérer le cerveau. Parce que l'ayahuasca régénère le cerveau, comme la psilocybine, vous comprenez, c'est vraiment un régénérateur du cerveau. D'accord. Et donc, quand tu fais un microdosage, c'est 1 gramme tous les 3 jours, si j'ai bonne mémoire. 1 gramme tous les 3 jours, le temps que le cerveau se réinitialise. Et il faut juste faire attention au niveau du cœur, à ne pas faire des microdosages sur des trop longues périodes. Continue. Donc renseignez-vous bien. Tout ce que je dis, c'est pas pour vous inciter, c'est pour vous renseigner. D'accord. Donc je vais finir par une petite anecdote. Donc le miel fou, vous avez peut-être vu un peu, vous en avez peut-être entendu parler, c'est de la graiatoxine. Et graianotoxine. Et c'est un miel produit en Turquie et au Népal. Et c'est un remède traditionnel à la base, mais il y a une petite anecdote qui est sympathique que je tenais à vous partager. C'est un récit célèbre qui parle du miel fou. Et ça remonte à 65 avant Jésus-Christ. Et c'est pendant la troisième guerre mithridatique, le roi Mithridate VI affrontait des troupes romaines du général Pompée. Il aurait utilisé ce miel comme arme biologique. Il aurait laissé des ruches remplies de miel fou sur le chemin des soldats romains. Après en avoir consommé, ces derniers auraient été désorientés, pris de vomissements et incapables de se battre, facilitant ainsi leur défaite. C'est marrant, tu vois. Donc moi j'aime pas, mais voilà, parce que ça peut faire une paralysie temporaire, des nausées, des vomissements, hallucinations, confusion mentale. Mais traditionnellement en médecine, ils l'utilisent pour traiter l'hypertension et améliorer l'endurance. La diméthyltryptamine, je vous ai dit, c'est la famille des tryptamines. Je vous rappelle que quand on parle de sérotonine, on est sur un axe tryptaminergique. Donc, je vous ai fait une vidéo Les secrets de la nature où je vous explique ces différents axes. D'accord. Et donc c'est des effets qui sont très courts. Quand c'est fumé ou vaporisé, la DMT, moins de 30 minutes. D'accord. Alors que du coup, quand tu le bois, vu que tu as des IMAO, vu que tu as la liane, eh ben, tu le tiens plus longtemps et donc tu pars sur des heures. D'accord. D'accord. Donc, vous comprenez que l'animal qui tremble et qui décharge son système nerveux autonome pour se libérer d'un trauma, d'un danger auquel il s'est mis en position de défense pour laquelle il a fait face, nous, on ne peut pas trembler comme un animal. On ne peut pas accéder à ce processus émotionnel. C'est trop primitif pour décharger notre système nerveux autonome. C'est trop primitif. Tu comprends que le cerveau, il a des couches, et plus je suis dans les couches supérieures, plus je suis dans l'évolution, entre guillemets. Moins je suis dans le primitif, plus je suis dans l'humain. Moins je suis dans l'animal. Et plus je suis profond, plus je suis animal. Et donc reptilien. Partie reptilienne, donc c'est la théorie du cerveau. Comment elle s'appelle cette théorie du cerveau triple, quoi. Tu vois, c'est un nom, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, ça m'arrive. C'est vraiment parce qu'elle est obsolète en fait. Cette théorie du cerveau triple, elle est obsolète, mais elle est intéressante quand même. Partie cerveau reptilien, cerveau limbique, émotionnel, et cerveau cognitif, intelligence cortex. Donc cortex, en dessous on a le cerveau limbique, émotionnel, et encore plus profond on a le cerveau reptilien, animal. Et donc on ne peut pas faire plus animal et plus primitif que la glande pinéale, qui est un œil atrophié, qui va équilibrer les deux ondes alpha, gamma, etc., les fréquences. La glande pinéale, elle s'allume en fait pendant que je sommeille au niveau des ondes, pendant mon sommeil au niveau des ondes. Et le docteur Joe Dispenza, certains doivent connaître, Bruce Lipton, etc., toute la team, hein, et ils vont parler de connexion au champ universel quantique. Et par rapport à des techniques, ils ont fait une machine kaléidoscopique, etc., qui fait des visions kaléidoscopiques, c'est de l'ayahuasca. En fait, vous faites de l'ayahuasca, c'est pareil. Vous faites de l'ayahuasca, c'est pareil, vous avez vos visions, c'est des kaléidoscopes, hein, l'ayahuasca. C'est une image dans une image, c'est des visions fractales. Je casse la matière, c'est mon esprit qui se déplace, tu vois. C'est que quand tu prends de l'ayahuasca, moi je croyais déjà à la théorie des cordes aux multidimensions. C'est certain qu'on est des êtres multidimensionnels et que nos yeux nous mentent. Il y a des fréquences, il y a des infrarouges, il y a des lumières qu'on ne voit pas. Les animaux voient des choses qu'on ne voit pas. Les plantes sentent des choses sentent des choses qu'on ne voit pas. Elles ont une proprioception, les plantes. Elles ont une conscience d'elles-mêmes, une excitation du corps par rapport à elles-mêmes. Le FBI a utilisé les plantes pour détecter certains individus dans des pièces. Ils ont fait des recherches sur des plantes, le FBI, pour voir si on peut s'en servir à des fins technologiques, la détection des plantes, qui détectent des humains. Donc,
je sais que l'ayahuasca, c'est pas très accessible, même si vous pouvez en acheter sur internet en réalité. Donc je vous conseille de regarder les livres, par exemple, de Sébastien Cazaux-Dehors. Vous avez aussi Zoé Ababou, bien sûr le docteur du Rick Strassman avec DMT, la molécule de l'esprit, que vous trouvez en téléchargement gratuit normalement dans l'onglet fichier du groupe Facebook que j'ai créé, Reset Trauma. D'accord. Donc, pour ceux qui sont un peu curieux, vous avez une expérience de réalité virtuelle sur Oculus Quest 3, 2 et 3S qui s'appelle l'ayahuasca. Donc c'est un petit film en 3 dimensions, en réalité virtuelle, fait par Jean Kounen. Jean Kounen qui a travaillé sur le film Blueberry, dans lequel il y a Vincent Cassel, et Vincent Cassel dedans a vraiment pris de l'ayahuasca dans ce film-là. D'accord. Et ben, il y a un petit film de, je sais plus, 10 minutes, 12 minutes, qui est une vision d'ayahuasca, et c'est très très bien fait, c'est très réaliste. Donc si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est une prise d'ayahuasca, vous pouvez toujours le faire en expérience de réalité virtuelle si vous êtes curieux, et comme ça vous n'avez pas de danger. Même si vous pouvez atteindre des états de conscience altérés sans ayahuasca, avec des méditations. Je sais que vous avez des chamans en Mongolie qui font des sudations extrêmes, des saunas très très chauds, des hammams très très chauds pour se mettre en transe. Par exemple, je pense à la secte des derviches tourneurs, les chiites avec Rumi. Tu sais, les mecs qui dansent sur eux-mêmes, là, les musulmans qui dansent comme ça avec des robes et qui tournent et qui cherchent à se mettre en transe pour imiter le soleil. Et ben ça, ils cherchent à à se mettre en transe comme ayahuasca. Les tambours aussi. Les tambours, c'est très utilisé pour se mettre en transe, pour avoir des visions comme l'ayahuasca avec les animaux totems, etc. D'accord. Donc il y a plusieurs moyens d'arriver au même endroit. Mais l'ayahuasca, c'est un peu... pour moi, l'ayahuasca, on est sur quelque chose de sensationnel. La psilocybine aussi, ça devrait être encadré. C'est des molécules qui devraient être encadrées, il devrait y avoir des centres en France avec des psychologues, des psychiatres qui utilisent de l'ayahuasca. Et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, et il devrait y avoir des pré-analyses, etc. Ils le font déjà aux États-Unis avec du MDMA. Je sais qu'aux États-Unis, il y a un État où il y a un ancien policier pour aider les policiers traumatisés par la violence de leur métier, qui leur fait prendre du MDMA. Et avec des psychologues, ils font ça, et ils aident les policiers à soulager leur traumatisme avec de la drogue MDMA, pour les faire parler en même temps. Donc il devrait y avoir des thérapies par psychédéliques, des psychothérapies assistées par psychédéliques. Pour moi, ça devrait être déjà là depuis des centaines d'années. Et crois-moi que les gens n'iraient pas en Belgique pour se faire euthanasier pour des dépressions et quoi, si on rendait ça accessible. Même si moi je suis pour aussi l'euthanasie quand vraiment il n'y a pas le choix. Je pense que les gens devraient être maîtres d'eux-mêmes du début à la fin. On ne peut pas choisir comment on est. On ne choisit pas si on est. Quand tu donnes la vie, tu donnes la mort. On devrait au moins avoir la dignité de choisir comment on meurt. Et ça, c'est pas normal. C'est très français, encore une fois. D'accord. Et ben de la même manière, on devrait avoir la manière on devrait être maître de nos destins. Et tu vois, si les jeunes, il y a autant de problèmes en France d'alcool, de cannabis, etc. C'est un fléau. On parle souvent à la télé de narcotrafic, etc. C'est parce que les jeunes n'ont pas de connexion avec eux-mêmes. Et il n'y a pas un moment où ils passent dans l'âge adulte. Donc il y a un souci au niveau tribal déjà. Quand tu es dans les tribus, à tel âge tu es un adulte, et ben tu fais un rite et ça y est, tu sais que tu es un adulte, tu es un homme et tu sais que tu connais tes devoirs. Et en France, on n'a pas ce truc-là où tu es un adulte en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de crises d'adolescence qui deviennent éternelles, et qui font de la délinquance et qui font du grand banditisme et qui font des jeunes qui finissent en prison. Et souvent, c'est les pauvres, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas de cadre. Et je pense qu'il y a une médecine dans les plantes psychédéliques, même si à première vue on les appellerait drogue. D'accord. Si elles étaient employées dans un cadre rituel, un cadre thérapeutique, un cadre responsable, où chacun est pleinement renseigné et chacun est averti des potentiels bienfaits et des potentiels méfaits. Après, comme toujours, ce qui compte, c'est la dose, de mesurer le bénéfice-risque et de faire attention aux interactions médicamenteuses. Donc je pourrais vous dire d'en parler à vos médecins, mais vos médecins, ils n'ont aucune connaissance de tout ce que je viens de vous dire. Ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils pensent que donner du Prozac, du Séroplex, ça va refaire une expérience positive, mais ça ne va pas faire une expérience positive parce qu'il n'y a pas d'émotion. Et on a dit que l'hippocampe peut s'allumer et donc créer des nouveaux souvenirs que si c'est positif émotionnellement. Donc il faut qu'une charge émotionnelle soit suffisamment positive
pour que je puisse modifier mon comportement. Et donc modifier ma dépression, mon stress, ma douleur, mon sommeil, etc. Il faut une expérience unifiée. Et c'est ce que nous apportent ces plantes qui sont uniques. Donc voilà. Donc c'est pas. J'espère que ça vous a intéressé, les amis. Encore une fois, je ne veux pas vous inciter. Moi, je vous partage juste ma petite expérience. Je connais des gens qui ont pris de l'ayahuasca 400 fois. Ils n'ont pas de problème. J'ai déjà consulté pour moi un chaman qui a vécu 12 ans en Amazonie. Donc, il m'a expliqué certaines choses. Donc après, à chacun d'aller vers ce qui lui parle ou pas. En tout cas, c'est très intéressant de vous en parler culturellement parlant. Ça devrait être patrimoine mondial, en fait, culturel mondial. Et je trouve ça criminel d'interdire ces substances au lieu de les employer dans un cadre thérapeutique encadré de manière légale et médicalisée. Pour moi, c'est criminel. Il n'y a pas de mots. Quand on sait que la première cause d'overdose mortelle en France, c'est les antalgiques, les opioïdes, que 90% des prescripteurs sont des médecins généralistes, que la douleur représente 2/3 de leur consultation et que en douleur chronique, je suis désolé, ils savent pas trouver une inhibition motrice, ils n'ont pas de compétences cliniques pour palpatoire, en fait, en anatomie palpatoire, les points triggers, ils connaissent pas, la tenségrité biologique, ils connaissent pas, le cerveau émotionnel, les neurosciences cognitives, ils connaissent pas chercher à autonomiser les personnes, continuer à camoufler le symptôme alors que le symptôme, il a quelque chose à nous dire, il ne faut pas le camoufler, il faut l'écouter et lui donner ce qu'il veut. Donc, dans cette chaîne, vous trouverez beaucoup d'alternatives naturelles aux opioïdes de synthèse, parce que le risque des opioïdes, c'est que vu que ça ne fait pas d'effet, parce qu'il n'y a pas d'expérience, parce qu'il n'y a pas d'émotion, parce qu'il n'y a pas de mouvement actif, d'accord, le meilleur antalgique, c'est le cerveau. Quand je fais des exercices physiques, je crée des endorphines, et donc mon meilleur antidouleur, c'est mon cerveau lui-même. Mais mon cerveau, il faut que je lui change son attention pour qu'il change ses émotions, et qu'il sélectionne ses signaux autrement, pour qu'il puisse apprendre différemment, apprendre autre chose que ça fait mal. Et quand il y a une douleur, je vous ai dit, la douleur, elle laisse une empreinte dans le cerveau, et donc il y a un problème de mémoire. Et donc l'ayahuasca, la psilocybine, toutes ces plantes agissent sur la mémoire, parce qu'elles agissent sur l'hippocampe, qui fait la liaison de tous les souvenirs, mais aussi la mémoire autobiographique. Donc c'est particulièrement utile quand on veut s'attaquer à l'axe psycho-émotionnel. Mais il faut s'attaquer sur tous les axes. Je vous ai dit, l'axe psycho-émotionnel, biopsychosocial, donc l'axe mécanique, donc la thérapie physique, c'est ce que je fais, et l'axe biologique, c'est ce que je fais un petit peu en aidant votre système immunitaire à se moduler à travers différentes plantes. Plantes modulatrices, anti-anxiété, anti-stress, qui vont favoriser la relaxation, le sommeil, qui vont supprimer, en tout cas moduler la réponse inflammatoire. Et qu'est-ce qui module la réponse immunitaire dans un cerveau? C'est le cortex insulaire. Et donc c'est la conscience de soi. Et le cerveau ne génère pas l'information, il ne fait que la traiter. Et donc quand on va sur des thérapies psychédéliques comme ça, qui ne sont pas encadrées malheureusement, on va agir sur la réponse immunitaire de manière globale, de manière directe, parce qu'on va agir sur le comportement de manière directe. Donc voilà. Donc, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations de manière assez synthétique. Vous imaginez, j'ai sûrement oublié des choses que je voudrais vous dire, mais moi j'ai vécu quand même pas mal de choses dures dans ma vie, tu vois. Et j'ai eu pas mal d'expériences positives, négatives, intenses, pas intenses. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense que sous ayahuasca. Franchement, je suis un peu cru, mais le sexe à côté, c'est de la note. C'est tellement intense, l'ayahuasca, que tu t'en rappelles pour ta vie entière. Pour ta vie entière, il n'y a rien de plus intense. Je ferme les yeux, je regarde mon bras, mon bras, ça devient une plante. Ça devient un arbre, tu vois, c'est complètement fou. C'est des visions géométriques, ça part dans tous les sens. J'essaierai de vous mettre des images d'illustration si j'en trouve. C'est le bordel. C'est des tableaux ultra détaillés, c'est plus vrai que la réalité. C'est plus réel que la réalité. C'est là que tu vois qu'il y a un monde invisible qui nous entoure et que petit humain, on a une grande présomption et on a un ego surdimensionné pour penser que notre réalité est une réalité vraie, alors que la réalité n'existe pas. Le présent n'existe pas parce que la mémoire est prédictive. On pense le futur avec des souvenirs anticipés. Et certains physiciens quantiques, et je pense, j'ai raison, il y a des physiciens docteurs en physique quantique qui pensent que le monde est un hologramme. Et je pense que c'est vrai. Et l'ayahuasca, la psilocybine nous le prouve que ce monde est un hologramme et qu'on est des êtres multidimensionnels et toutes les mêmes possibilités existent en même temps.
Et la pensée est créatrice et on attire ce qu'on vibre. Et il faut essayer de vibrer le plus haut possible en amenant un maximum d'énergie positive. Donc les positions victimaires, moi c'est un truc que je ne supporte pas. Au bout d'un moment, je ne supporte pas. Quand j'ai quelqu'un en consultation, je peux déjà savoir en général comment la personne va s'impliquer ou pas. Il faut la position victimaire, tu as des gens qui sont là que pour se plaindre. Donc on a le droit de se plaindre si on bouge son cul en même temps. Tu sais, il y a deux types de personnes. Les gens qui se plaignent et qui bougent leur cul, je les écoute. Les gens qui se plaignent et qui ne bougent pas leur cul, moi je les écoute de la même manière qu'eux s'écoutent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne s'écoutent pas. C'est qu'ils cherchent à fuir quelque chose. Ce n'est pas de la faute de l'autre s'il y a un problème dans notre vie. Il faut prendre chacun nos propres responsabilités et être acteur de sa propre guérison. Donc moi, je ne suis pas comme... tu sais, je suis pas le thérapeute miracle. D'accord, je soigne personne, j'aide les gens à s'auto-soigner, c'est pas pareil. Je les mets dans un état où ils puissent s'améliorer. Déjà, pour moi, ça serait une victoire de s'améliorer. Et je leur souhaite de guérir totalement, mais c'est pas de mon ressort. Mais moi, c'est juste faire de l'éducation thérapeutique. Et n'oubliez pas que j'ai des compétences en pathologie clinique quand même. Au niveau des équilibres musculaires, je peux vous autonomiser pour que vous ayez besoin de personne. Mais c'est vous le capitaine à bord, c'est vous le capitaine du navire, c'est vous le capitaine de l'esprit, c'est vous le capitaine de votre corps. Et le souffle, c'est la monture de l'esprit. Donc, faites confiance à la nature, elle sait ce qui est bon pour vous. S'il y a des choses qui existent, il n'y a qu'à apprendre, tout est déjà là, il n'y a qu'à apprendre. La nature, c'est déjà un laboratoire à ciel ouvert. La nature, elle a déjà fait tous les tests cliniques avant nous. Il n'y a pas de découverte humaine, elle a déjà tout testé, tout est là. Elle a 4000 ans, elle a 4 milliards d'expériences basées de practice, la nature. Elle a 4 milliards d'années d'évolution biotechnologique, la nature, par l'évolution. Donc elle a des molécules qui sont parfaites. Il n'y a qu'à les prendre. Et comme elles sont parfaites, elles nécessitent peu ou pas de modifications chimiques. C'est pour ça que les laboratoires pharmaceutiques ne s'en servent pas. Parce qu'il ne faudrait pas ou peu les modifier. D'accord? Je te fais juste un lien. Une boîte d'antidépresseurs, c'est à peu près 30 € le mois. Même si c'est remboursé par la Sécu, je vous ai déjà dit, c'est pas parce que c'est remboursé que c'est gratuit. C'est les impôts qui payent, etc. Il y a de l'argent derrière. Une prise d'ayahuasca, en termes de plante elle-même, hein, c'est 30 € la prise. Et les résultats sont durables. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un bienfait durable et il n'y a pas d'addiction possible, pas d'accoutumance possible, c'est impossible biologiquement. Moins t'en prends, moins t'as besoin d'en prendre. Et en plus, c'est pas une promenade de santé, donc tu réfléchis 2 fois avant d'en prendre. D'accord? Donc pensez à ça. Faites-vous confiance, putain. Donc merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie comme toujours pour un protocole personnalisé, une étiologie, c'est-à-dire qu'on trouve la cause de la cause et pour qu'on puisse vous mettre en autonomie avec des exercices de massage, d'étirement et surtout de renforcement quotidien adaptés à votre condition pour réussir à vous améliorer de manière durable. Moi, les solutions partielles ou temporaires, j'en veux pas. Donc si vous voulez des progrès, moi je peux m'impliquer si vous avez la volonté de le faire. Ok, donc je vous souhaite beaucoup de courage les amis, je vous remercie de votre confiance et je vous fais des gros bisous.